Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Enfin, le chapitre numéro 44 du manga Dragon Ball Super par Toyotaro est enfin disponible. Je l'ai bien sûr lu et avec bien sûr cette grosse envie de vous en proposer ma review le plus tôt possible parce que j'ai une grosse hype par rapport à cet arc-là. Même si bien évidemment j'ai des craintes, je ne suis pas en train de prétendre que ce début d'arc est parfait ou quoi que ce soit, mais je le trouve très bon si ce n'est même excellent, et on va quand même aussi parler des points négatifs que j'aurais pu déceler également dans ce chapitre numéro 44. En tout cas, une chose qui est pas mal, c'est que ça plante bien le décor. Ça fait longtemps, je trouve, dans Dragon Ball et en particulier dans Super, que l'ennemi en soi ne m'avait pas inspiré la terreur ou ne m'avait pas inspiré une certaine forme de menace, sans même connaître ses intentions, ses émotions, son passé, son machin. Juste lui, sa présence, son look, ce qu'il peut faire ressentir et inspirer au héros, en particulier sur Goku, qui indique à Vegeta, non, ne cherche pas pour son ki, parce que quand je l'ai cherché, ça m'a fait penser à des centaines de millions de vies qui sont en train de crier de douleur, etc. D'ailleurs, c'est sûrement une référence à Star Wars, on sait maintenant que Toyotaru et Toriyama, les deux sont fanboys de Star Wars, donc bon, c'est pas étonnant. Et ça, c'est quelque chose de fort, parce que le mec n'a pas fait grand-chose. Enfin si, il a fait beaucoup de choses. De par ce que nous a raconté Merus dans le passé, il absorbait les vies un petit peu comme un Galactus, etc. Bon, ok, mais au final, quel est l'impact de Moro sur le présent et le futur de la Team Z? Les devins, on ne le sait pas. Mais pourtant, je sens que ce gars-là est un énormissime danger. On ne peut pas garantir que ça sera lui le boss final de l'arc ou quoi, ou qu'il est dans sa forme finale dès maintenant. Il se peut qu'il change d'apparence, ou se transforme, ou rajeunisse, enfin je ne sais quoi. Mais c'est ce qui m'inspire. Et ce truc-là, cette forte pression qui arrive de par un nouveau gars qui sera un adversaire / un ennemi, je ne l'avais pas ressenti dans Super, je pense, depuis Beerus, en fait. Même si Beerus après s'est avéré être un collègue de la Team Z, il fait du babysitting de bras, etc. maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que Beerus, quand il est arrivé, il en imposait, surtout que derrière on avait un statut à lui coller dessus, le statut de dieu de la destruction. Il y avait Kaio qui arrêtait pas de parler de lui en disant putain c'est la merde et tout, et on sait que Kaio n'est pas puissant, mais quand il parle c'est pas non plus pour rien. Contrairement à Shin de l'univers 7 qui a toujours survalorisé toutes les menaces qui apparaissaient alors que Kaio était réaliste. Bref, c'est pas le sujet. Entre temps, on a eu du Freezer, le tournoi univers 6 mais je le compte même pas, du Goku Black, Zamasu, dont l'arc en soi, Zamasu me faisait ressentir une forte tension, mais pas l'ennemi, pas l'antagoniste, parce que il avait la même tête que Goku, etc. Donc j'étais plus hypé par pourquoi est-ce qu'il a la tête de Goku, que par la terreur qu'il pouvait inspirer. Donc vous voyez, à chaque fois, chaque ennemi de DBS, surtout que derrière tournoi du pouvoir, c'était même plus des ennemis, c'était juste des adversaires. Broly, vous le verrez bien ce que ça donne, je vous spoil pas trop. Donc vous voyez, on n'a pas eu ce truc-là à l'ancienne, où il y a un mec qui se ramène et on sent que celui-là va ramener la terreur partout, et celui-ci peut être menaçant pour tout l'univers. J'aime beaucoup dans ce chapitre-là la manière dont tout s'enchaîne, dont tout est expliqué. C'est-à-dire que Toyotaro prend le temps de raconter des choses, prend le temps de nous amener d'un point A vers un point B, sans oublier de tracer un joli chemin entre les deux points. Bien sûr, c'est souligné par, je trouve, une très belle réalisation visuelle. Alors les dessins sont moins bons côté combat, ils sont pas nuls dans le combat, loin de là, mais ils sont juste corrects pendant le combat, tandis que sur les plans arrêtés du début, quand on a un Moro dans le vaisseau, qui fait beaucoup penser à un Piccolo Daimao à l'époque, quand on a un plan sur le visage lui-même de Moro, je le trouve vachement bien fait, et inspirant avec ce regard qui porte un petit peu au loin. On a pas mal de plans rapprochés sur les yeux eux-mêmes de Moro. Enfin bref, pas mal de choix de mise en scène, la manière dont est storyboardé la première moitié, 3 premiers quarts du chapitre me ravit beaucoup, avec une finesse, mais surtout des dialogues qui viennent nous mettre et nous plonger dans l'ambiance. Surtout que je vous dis que du lien est fait un petit peu partout parce que par exemple, aussi bien du côté du vaisseau de Moro que de celui de Merus avec la patrouille galactique, on apprend des choses, on arrive à recoller les morceaux dans le puzzle, etc. Parce que en parallèle de ces deux scènes, eh bien on arrive à une conclusion simple, c'est-à-dire que on comprend que le mec qui assiste Moro, qui porte un casque, je vous en ai parlé dans ma vidéo d'hier, est bel et bien un ancien de l'armée de Freezer, donc il a les connaissances de cette armée-là, et d'ailleurs on verra un petit peu plus tard qu'il connaît même Vegeta, il le reconnaît. Et tout ça, je trouve rondement mené, parce que, au final, les 3 sous-fifres là qu'on a vu dans le chapitre précédent, qui avaient l'air d'être des ennemis à la con pour mettre en avant Merus, eh bien, ils servent à raconter quelque chose. Ils sont là, ils sont dans la prison, ils font leur regard de méchants, mais ils sont là, ils ont quelque chose à dire, ils étaient pas juste là, le trou de la fin du chapitre 43, ils sont là pour une utilité, peut-être qu'on les reverra plus jamais, mais au moins là, ils ont rempli un certain rôle, mettre en place le lecteur dans un contexte scénaristique bien précis. Et ce contexte, c'est qu'on en arrive à une conclusion pure et simple, Moro se dirige vers la nouvelle planète Namek.
L'ancienne n'existe plus, la nouvelle a été reconstruite, elle a été gardée secrète parce que ce peuple a trop souffert. Et au final, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est un petit peu le dicton qui s'applique ici, c'est ce qu'ont fait les Namek, et Freezer directement ou indirectement en permettant de lancer pas mal de débuts d'arc, c'est le cas de l'arc Broly, c'est le cas de cet arc Moro, même si là Freezer n'est pas impliqué directement, et là pour le moment je suis rassuré par rapport à ma vidéo d'hier, je vous disais, si Freezer travaille avec Moro, peut-être que ça arrivera plus tard, mais si dès le début ils travaillent ensemble, je trouvais ça trop abusé. Là, pour le moment, les devins, ça me ravit parce que ce n'est pas le cas. Je vous disais hier que j'avais des craintes, même si en parallèle je faisais confiance à Toyotaru. Eh bien, mes craintes pour le moment sont effacées et ma confiance est en train en quelque sorte d'être honorée, tout simplement parce que ce gars-là ne vient pas là sous les ordres de Freezer, il va pas ramener Moro chez Freezer. Il est là parce qu'il a certaines connaissances du fait que Freezer a été sur Namek, cherché des Dragon Ball, etc. Il a appris des choses, la nouvelle planète Namek. On met en place pour que la cohérence vienne soutenir cet arc-là directement en fond. Donc, direction nouvelle planète Namek pour Moro. D'ailleurs, Moro nous fait une révélation en disant que son pouvoir magique est revenu, mais qu'il n'était pas très loin de mourir, et surtout que son pouvoir magique est revenu que très partiellement. Même rien que le fait de scanner l'univers, etc., ça lui a demandé trop d'énergie, enfin, voilà, il n'était pas bien. Alors, on va s'en reparler un petit peu plus tard, mais si Moro est capable de faire ce qu'il fait, 10 millions d'années d'existence, sans avoir absorbé une quelconque forme de vie, planète, etc. pour se revigorer, et qu'il estime que sa magie vient tout juste de revenir, mais un tout petit morceau, ça veut vraiment dire que si ce gars-là passe à 100%, ça va être une menace sans précédent. J'espère que vous y avez réfléchi à tout ça, les devins. Mais bon, en attendant d'en parler, on a de nouveaux visuels sur la planète Namek, et là j'ai envie de dire, on se sent un petit peu comme à la maison. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez tous, mais j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mon arc préféré de tout Dragon Ball, c'est l'arc Namek avec Freezer, mais pas que Freezer, c'est tout ce qui se passe avant qui me plaît beaucoup. La quête au Dragon Ball sur la planète, il y avait plein de petits groupuscules ou d'individualités qui étaient comme Vegeta par exemple, mais qui étaient sur la planète Namek à l'époque, chacun avec le même but, mais qui rencontraient tel ou tel petit adversaire. Il y avait des rencontres qui avaient l'air un petit peu faites au hasard. Les Vegeta face à Zarbon de Doréal, le Commando Ginyu, etc. Ça avait l'air d'être, c'était scénarisé, mais ça avait l'air d'être un petit peu fait au hasard, des rencontres à l'improviste, ce qui donnait vraiment cette notion d'aventure, tout en ayant l'aspect grandiose que peut avoir Dragon Ball dans ses grands moments, avec bien sûr les combats finaux, le Super Saiyan qui est révélé, Freezer qui va dans ses derniers retranchements, enfin bref, pour moi c'était l'arc parfait. Et là on retourne sur ces lieux, même si c'est pas exactement le même endroit, ça a quand même la même tête, il faut le dire. Et ce pauvre peuple Namek, va accueillir une nouvelle menace de plus, parce que Moro débarque, Goku et Vegeta se téléportent et laissent Merus et Jaco derrière, ce qui me conforte dans l'idée que les auteurs, Toriyama et Toyotaru, ne voulaient pas que Merus rencontre Moro dans ce chapitre-là. Est-ce qu'ils auraient des choses à se dire qui, pour nous, lecteurs, changeraient tout l'impact du scénario, donc les scénaristes ont fait en sorte de les séparer. On verra bien, mais c'est vrai qu'on a tous des pistes sur Merus méchant, pas méchant. Bon, ça pourrait porter ses fruits, étant donné que là, bon, ils ont été séparés, visiblement, de fait. Comme par hasard, Merus se retrouve à la ramasse dans son vaisseau, alors que depuis le début de l'arc, il était toujours en avance, même sur Goku et Vegeta. Et un truc qui m'a fait un petit peu tilter dès le début de rencontre avec Moro, de rencontre physique bien sûr, eh bien c'est le fait que Moro regarde vers Goku et Vegeta, on ne sait pas lequel exactement, il pointe des yeux, peut-être Vegeta, peut-être Goku, enfin bref, et il dit celui-ci a une énergie spectaculaire. Alors peu importe lequel des deux il regarde, on s'en fout, l'idée sera la même, j'ai envie de vous dire, et vous avez été quelques-uns à m'en parler dans un commentaire, si Moro est capable d'absorber l'énergie de la vie, des planètes, etc., est-ce qu'il est capable d'absorber celle de Goku, de Vegeta, ou même des deux? Bon, ça serait problématique pour le scénario, mais est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose du genre? Surtout que quand on voit la suite du combat face à Vegeta, on se rend compte que Moro est plutôt pas mal, mais qu'il reste quand même limité. On a vu, juste dans le vaisseau, quand il était en chemin, qu'il a fait quelques petites actions de magie, et ça l'a épuisé. Donc je pense qu'il va arriver à bout dans son combat face à Vegeta, et que son dernier retranchement serait d'absorber l'énergie vitale soit de Goku, soit de Vegeta. Bon, vu qu'il est en train de se confronter à Vegeta, peut-être qu'une PLS énorme attend Vegeta, et qu'il va se faire vider de toutes ses forces divines et d'énergie même mortelle, tout ce qu'on veut, et que pendant un bon bout d'arc, Vegeta n'ait strictement aucune force en lui. Malheureusement, ça mettrait encore Goku en avant, enfin malheureusement c'est le héros, hein, mais j'aurais bien aimé un petit peu une alternance. Je préférerais sincèrement que ce soit Goku qui se fasse absorber, mais bon, j'en doute, vu que c'est quand même lui la figure de proue de Dragon Ball Super aujourd'hui. Mais est-ce que ce n'est pas une possibilité les devins? Quel en serait le résultat? Est-ce que Moro a déjà du ki divin en lui? Est-ce qu'il a déjà tâté du ki divin à l'époque? Est-ce qu'il en a déjà possédé? Parce que là, ça pourrait être une nouveauté pour Moro. S'il absorbe du ki divin, il va être encore plus puissant qu'il ne l'a jamais été. Si en plus derrière, il se met à bouffer des planètes à côté en plus du ki de Vegeta, on va avoir un ennemi absolument jamais vu. Aussi bien en puissance physique que en termes de pouvoir magique que nous n'avons pas vu à son maximum, loin de là. C'est ce qu'il nous a garanti dès les premières pages du chapitre.
D'ailleurs, les devins, dites-moi en zone commentaire, mais si Moro absorbe à la fois les pouvoirs de Vegeta et ceux de Goku, est-ce que, selon vous, bon, vous n'avez pas forcément tous vu le film DBS Broly, mais est-ce que vous pensez, attention parce que là je vais faire du lien avec le film DBS Broly, donc si vraiment vous voulez rien savoir sur le film DBS Broly, vous avancez de 30 secondes, je serai bref, mais est-ce que ça ne serait pas le cas parfait pour introduire Broly dans l'histoire de cet arc-là? Goku, Vegeta n'aurait plus d'énergie, Beerus ferait le mec qui s'en tape un peu comme d'habitude, même si je pense très sincèrement les devins que face à une menace comme Moro, Beerus devrait intervenir parce que là la menace Moro peut toucher l'univers lui-même. Donc en théorie, Beerus devrait se taper contre lui, mais allez, imaginons que Beerus fait le con, il n'y va pas. Est-ce que ça ne serait pas le prétexte parfait pour faire intervenir Broly? Broly qui, dans sa forme de SSJ 1, mettait à mal Goku SSJ Blue et Vegeta SSJ Blue combinés. Je pense que c'est une bonne question à se poser parce que ça ferait du lien justement entre deux arcs. Bon après on est tous là à parler d'absorption de pouvoir de Goku, Vegeta et tout ça, mais attendez, autant justement parce que je suis en train de me dire, Moro ça serait tellement cheaté qu'il puisse absorber tout et n'importe quoi, pourquoi n'a-t-il pas absorbé les pouvoirs du Dai Kaioshin? En quoi Beerus, imaginons, je vous dis ça au hasard, serait une menace pour Moro s'il pouvait absorber toute forme d'énergie, y compris l'énergie divine? Est-ce que justement le blocage scénaristique, et là ça sera la PLS pour toutes les théories d'absorption de Goku et Vegeta, ne serait pas que dans le prochain chapitre, on va avoir un Moro qui va tenter d'absorber l'énergie de Goku et de Vegeta, peut-être qu'il va arriver à absorber leur énergie de mortel, mais qu'il ne va pas les tuer, ne va pas les sécher totalement, tout simplement parce qu'il va y avoir un gros blocage. Moro va se demander ce qu'il se passe, et là il va dire « Ah, vous possédez du ki divin? Je ne m'y attendais pas ». Et là on va comprendre que Moro est totalement incapable d'absorber du ki divin, ce qui délimiterait le champ du scénario de cet arc-là. On comprendrait pourquoi le Dai Kaioshin n'a pas pris une raclée face à Moro, tout simplement parce que Moro ne pouvait pas absorber le ki divin du Dai Kaioshin. Donc vous comprenez qu'il faut pas non plus sauter directement sur la piste du oui, Moro va absorber leur pouvoir, même si ça semble très probable, ça semble téléphoné tellement ça a l'air évident, mais en même temps je me dis que si Moro pouvait absorber toute forme d'énergie, même le divin, il serait trop cheaté et gagnerait forcément. Ça voudrait dire qu'il pourrait absorber l'énergie de n'importe qui, Dieu y compris, Goku, Vegeta, et de tout ce que l'on veut. Donc j'ai envie de dire, quelle est la limite, quelle est la contrepartie à ce pouvoir? Pour le moment je n'en vois aucun. Donc il faudrait peut-être appliquer une borne qui serait de l'ordre du divin à Moro, expliquant même, si c'est ce cas de figure-là, pourquoi le fameux Merus voulait le Dai Kaioshin pour l'aider, parce qu'il devrait savoir, Merus, que le ki divin n'est pas absorbable par Moro, mais Merus ne sait pas que Goku et Vegeta possèdent du ki divin. Ça pourrait être intéressant, enfin bon, vous voyez que les deux grosses pistes sont ouvertes. Donc moi ce qui m'effraie c'est pas le Moro actuel mais tout ce qu'il peut faire, et tous les petits éléments, toutes les petites clés, les indices que Toyotaru nous laisse en voulant dire regardez, ce gars-là, il est vieux, il est tout sec, on le voit après, il enlève sa veste et tout, il est tout sec, mais ça peut devenir un pur monstre, sur tous les niveaux. Je tiens quand même à vous rappeler que le fond de l'arc Cell, c'était un petit peu ça, c'était un mec qui se ramenait, qui pouvait absorber de l'énergie vitale, sans compter C17 et C18, Cell première forme absorbait des terriens. Et vous avez vu qu'un être comme Cell première forme, qui se faisait défoncer par le premier qui passait à l'époque, eh bien une fois qu'il absorbait un petit peu d'énergie vitale sur Terre, c'est pas l'énergie vitale de toute la planète, vous avez vu à quel point il a pu changer. Alors imaginez Moro qui absorbe l'énergie vitale de plusieurs planètes, et si à cela vous y additionnez celle de Goku et ou de Vegeta. Sachant que derrière Moro a un objectif, qui pourrait le rendre encore plus puissant. Quand je dis puissant, ce n'est pas que sur la force physique que je parle de tous les plans. La vitalité, l'endurance, la magie, bref, quand je dis puissant en ce qui concerne Moro, c'est pas que la force brute. J'espère qu'on est sur la même longueur d'onde. Eh bien, le plan de Moro, on le connaît partiellement. Il veut les Dragon Ball de la planète Namek, donc de Porunga. D'ailleurs, il fait croire à son sbire, ouais, t'inquiète, je te laisserai un vœu. Sincèrement, je pense pas. Je pense qu'il va le défoncer comme à l'ancienne, il va le soulever dans tous les sens, bref. Il a un vœu, et là, on est tous dans nos têtes avec une référence évidente. J'en avais parlé également dans ma première vidéo concernant cet arc-là. Je pense que tout le monde, youtubeur ou pas youtubeur, peu importe, on est tous pareils. Je pense qu'on a tous vu venir de loin que cet arc-là pourrait avoir de fortes similitudes avec l'arc Piccolo Daimao. Et pourquoi pas si on a un vieux gars comme ça, qui cherchera alors à recouvrir ses anciens pouvoirs, qui chercherait à récupérer sa jeunesse ou quelque chose comme ça pour être bien en forme, pour mettre à bien d'autres plans bien plus importants que ceux-ci. J'espère dans tous les cas les devins que la finalité de l'arc c'est pas juste un vieux bouc qui veut devenir un jeune bouc. J'espère que c'est un vieux bouc qui veut devenir un jeune bouc ou je ne sais quel bouc et mettre à bien des plans de bouc maléfiques, vous voyez. J'espère que la finalité de l'arc c'est pas juste un ennemi qui dit bon je veux devenir jeune, beau gosse et puissant, non. J'espère que ce n'est qu'une étape lui permettant d'accéder à autre chose, une revanche sur les dieux. On a vu qu'il y a un gros contentieux avec le Dai Kaioshin, une libération de quelqu'un, emprisonner quelqu'un d'autre, enfin, on ne sait pas. Vous voyez l'arc de Super Dragon Ball Heroes, là, je sais que pas grand monde aime Heroes, mais vous avez bien vu que le nouvel arc, c'est un mec qui se ramène, qui veut fracasser la tête à Zeno.
Bon, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des délires comme ça? Peut-être pas s'en prendre à Zeno direct, mais peut-être que Moro a un gros contentieux avec Beerus, enfin, vous voyez, ça pourrait être très très rapidement intéressant. Donc c'est ça que j'espère au-delà de la quête des Dragon Ball, qu'elle ne soit qu'une étape et non pas une finalité. Là, ça serait pas très bon parce qu'on a déjà vécu ça dans l'arc Piccolo Daimao, et c'est la crainte principale que j'aimais par rapport à cet arc-là. Bon, en tout cas, ce chapitre-là ne nous révèle pas le vœu de Moro, je tiens à le dire, mais il nous révèle qu'il veut les DB. Du coup, en termes de vœu de Moro, si vous me demandiez mon avis, après avoir pesé les pour et les contre, bien je pense que la priorité de Moro serait de demander à Porunga de rétablir ses pouvoirs magiques, et non pas de rétablir sa jeunesse, même si je pense que les deux peuvent être étroitement liés. Je m'explique, demander la jeunesse, ou l'immortalité ou un truc comme ça serait plutôt pas mal pour Moro, mais c'est pas top non plus, parce qu'on voit que toute sa puissance et ses plans ont l'air de dépendre sur sa magie. Magie qui est revenue mais qui reste relativement très faible à ce qu'il est capable de faire, il le dit lui-même. Donc pour moi, le plan ultime pour Moro, c'est d'invoquer Porunga pour lui demander de lui rendre sa magie. Moro restera vieux, mais une fois qu'il a obtenu sa magie, que pourra faire Moro? Eh bien il pourra reprendre ce qu'il faisait avant, bouffer des êtres vivants, jusqu'à même l'énergie vitale des planètes et de tout ce qui s'y trouve. D'ailleurs, il nous a été expliqué dans ce chapitre-là que c'est l'énergie vitale qu'il pouvait bouffer, absorber, etc. qui l'a maintenu en vie. Donc il y a clairement un lien entre sa vitalité et ce qu'il peut absorber. Je pense clairement, les devins, que Moro n'a pas forcément besoin d'invoquer Shenron pour redevenir jeune. Je pense qu'il a besoin de sa magie et d'absorber. Donc ce que je pense aussi, c'est que oui, Moro pourra changer d'apparence physique, un peu comme Piccolo Daimao à l'époque, une fois qu'il redevenait jeune, mais je pense que Moro peut le faire tout seul. Une fois qu'il réabsorbera certains peuples, il va probablement mettre une raclée à Goku et Vegeta d'une manière ou d'une autre, ça sera un petit peu comme une réhydratation pour lui, et ça va lui regonfler ses muscles, lui redonner pourquoi pas une forme de jeunesse physique, lui enlever pas mal de rides, lui redonner de la couleur à ses poils ou ses cheveux. Je pense que la priorité majeure de Moro est sa magie. Et s'ensuit alors une scène dans laquelle un petit peu à la Dark Vador, mais aussi, je vous le rappelle, à la Gatai Zamasu, ou Zamasu lui-même quand il se battait face à Kibito dans le manga DBS, ou même Freezer, j'ai envie de dire, mais bon, Freezer ça a l'air un petit peu moins puissant, qui se met à tendre la main, et un petit peu comme s'il manipulait la force, sauf que là c'est de la magie, eh bien il fait venir vers lui un petit pauvre Namek qui commence à étrangler et il a dit qu'il voulait littéralement le bouffer. Je pense qu'un jeune comme ça aurait pu lui redonner un petit peu plus de vitalité ou quelque chose comme ça. Mais justement, on a une entrée fracassante de Vegeta, je pense que celle-ci vous l'avez tous remarqué, qui sauve le Namek avec deux plans fabuleux, le coup de pied de Vegeta et bien sûr Vegeta qui tient le petit Namek, Vegeta qui tape des pauses, on voit qu'il n'est pas là pour plaisanter en disant j'ai tellement fait de mal à ce peuple donc dans ma jeunesse, je ne laisserai personne maintenant lui en faire plus. Et ça, c'est fanservice, mais qu'est-ce que c'est cool, c'est du fanservice tel que j'aimerais en revoir, mais tous les jours, donnez-moi-en du fanservice si ça revient à ça. Là, on a le développement parfait, ou la preuve que Vegeta a évolué, il y a eu un super développement dans tout Dragon Ball, et je suis persuadé que Vegeta a eu le meilleur développement et la plus belle et réelle évolution concrète de tout Dragon Ball, de tous les personnages de DB, c'est Vegeta. Et là, on en a la preuve, j'ai envie de dire limite la consécration, même si j'espère qu'on en aura un petit peu plus tard. Mais là, on y est, et j'ai vu certaines personnes s'offusquer un petit peu de la situation, oui mais Vegeta, il est pas comme ça. Non, on pourrait s'offusquer de la fin du tournoi du pouvoir quand on avait Vegeta qui regardait C17 avec un sourire en lui disant « Eh, mais t'es le sauveur !» Non, ça ressemblait pas trop à Vegeta. Mais là, avoir un Vegeta qui fait ça, c'est tout à fait logique. Rappelez-vous dans l'arc Buu, quand Vegeta revient sur Terre et que son sacrifice face à Majin Buu a compté dans la balance pour qu'il soit un petit peu perçu comme un meilleur gars, etc. Petit à petit, on a eu un début de rédemption de Vegeta dans la troisième quart de l'arc Buu. Et là, on est plusieurs années plus tard, et là, Vegeta est un tout autre Vegeta, tout en gardant la base du Vegeta qu'on aime, mais visiblement différent qu'il ne pouvait l'être fondamentalement lors de son arrivée sur Terre, quand il voulait tabasser du Goku accompagné de Nappa. Le Vegeta d'aujourd'hui n'est pas génocidaire, le Vegeta d'aujourd'hui ne se bat pas que pour lui, il ne se bat pas pour trouver les Dragon Ball et devenir immortel ou je ne sais quoi. Le Vegeta d'aujourd'hui, c'est un père de famille qui est en couple avec une terrienne, c'est pas une Saiyan ou quoi que ce soit. Et qui cherche à dépasser son rival parce que son sang Saiyan bouillonne et qui cherche à tabasser le premier ennemi qui passe, mais uniquement les ennemis. Il ne cherche plus des problèmes aux gens gentils, il est plus là à fracasser des terriens dès qu'il en croise un, au contraire, il vit paisiblement sur la planète Terre, il a jamais causé de soucis. Le Vegeta d'aujourd'hui n'est plus le même. Mais malgré tout, sa fureur au combat persiste et nous avons un début de combat qui se lance entre lui et Moro. Vegeta, il va directement en Super Saiyan de niveau 1, j'ai vu sur Twitter que certaines personnes ont fait remarquer qu'il manquait parfois le logo de la patrouille galactique sur le plastron de Vegeta. En effet, il y a certaines cases où ça manque, et je pense que c'est clairement une erreur ou un oubli de Toyotaru, mais nul doute selon moi que cela sera corrigé pour la version finale dans le tome dès que ça sortira. Je vous rappelle que là c'est une pré-publication,
et que lors de la publication, toutes les corrections sont réellement appliquées. Donc combat Vegeta SSJ face à Moro, et Moro a le dessus. Donc déjà ça nous montre le niveau. Vous savez qu'un Vegeta SSJ 1 d'aujourd'hui a un niveau largement supérieur à Vegeta SSJ 1 face à C19. Donc déjà Moro a du répondant. 10 millions d'années, le vieux bouc, mais il est toujours là. Mais on sent que physiquement, il n'a pas l'air forcément au point, et qu'il utilise pas mal de télékinésie, de choses comme ça, mais ça ne marche pas. Il utilise pas mal de techniques aussi à la Guldo, vous vous rappelez de celui-là dans le commando Ginyu, qui pétait un tronc d'arbre, et là c'est pareil, il envoie un tronc d'arbre sur Vegeta, mais ça ne marche pas. D'ailleurs, Vegeta sent qu'un SSJ1, c'était pas trop mal, mais c'était un petit peu serré, donc il passe en Super Saiyan God, la forme aux cheveux rouges. Et là, ça commence à être la raclée totale pour Moro, mais je tiens quand même à vous dire que Moro ne se fait pas one-shot ou expulser en un seul coup. Donc vous comprenez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qu'un Moro qui est vieillissant, 10 millions d'années, qui n'a pas bouffé de planète ou d'énergie vitale depuis un bon moment et qui était au bord de la mort d'après ses mots, dont le pouvoir magique vient de revenir mais d'une manière infime, eh bien arrive à encaisser des coups de Vegeta Super Saiyan God, juste en étant un petit peu étourdi, il se relève, il s'essuie la bouche. Je trouve que la prestation est énormissime au vu du contexte. Et une fois que Moro va rassembler étape par étape chacune de ses forces, et possiblement, cerise sur le gâteau, exaucer son vœu auprès de Porunga, ou même plusieurs vœux, vous allez voir que ça ne sera pas du tout le même et que ce ne sera pas un rigolo du tout. On est face à quelque chose d'énormissime. Et j'espère sincèrement que vous ne me prenez pas pour un fou quand je raconte ça. D'ailleurs, il n'y aurait aucun intérêt à ce que la menace qui arrive après Broly lui-même ne soit pas une menace réelle aux yeux de Vegeta et de Goku. Je vois pas à quoi ça servirait. Donc forcément, Moro va envoyer du lourd très prochainement. Mais ça sera bien sûr pour les prochains chapitres. Il fallait bien que ce chapitre-là ait une fin dans laquelle Moro nous dévoile son corps athlétique. Non, je déconne. Il est super fin, contrairement aux attentes de beaucoup de personnes. Et je pense que cette vision-là de Moro, très amaigri, très asséché, eh bien, nous montre deux choses. Déjà, si vous regardez son corps, vous voyez que, malgré tout, même s'il est super maigre, il reste massif. Ça reste quand même un beau colosse, j'ai envie de dire. Mais si vous regardez aussi son corps de près, vous voyez qu'il est très sec. Vous voyez que même si ses muscles sont tout petits, ils sont dessinés. Vous voyez qu'il a un corps qui est visiblement taillé, mais qui a l'air tout rabougri, tout asséché, comme une figue séchée pendant les périodes de Noël. Ben rien que cette image-là me met sur la piste qu'on risque d'avoir un vœu redondant de l'époque de Piccolo Daimao, dans le sens où ce bouc voudrait retrouver sa jeunesse, / retrouver ses pouvoirs magiques de manière parfaite et totale, ce qui lui donnerait une apparence beaucoup plus volumineuse, beaucoup plus en chair. Là on a quand même un être qui est au bord de la mort, avec des muscles bien plus nourris, et je pense que cette fois-ci ça va arriver. En parlant de sa vraie apparence, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que c'est pas le sujet de la review, mais sachez que je suis un petit peu sur les recherches, l'enquête justement par rapport au symbole qui orne la ceinture de Moro, une espèce de clé à l'envers là, avec deux petites barres verticales à côté, là, à gauche et à droite. Si vous avez des pistes, n'hésitez pas, moi j'en ai quelques-unes, mais pour le moment elles sont plutôt floues, en termes de mythologie, de représentation, de symboles, etc. Je suis en train de creuser le sujet, je vous en proposerai très sûrement une vidéo également. Je sais pas si vous avez remarqué, on n'en parle jamais, je vais conclure sur ça. On a eu beaucoup de méchants qui se sont succédés dans Dragon Ball, et très souvent, la plupart d'entre eux en tout cas, avaient un vœu à exaucer auprès des Dragon Ball. Et la plupart du temps, ça ne s'est pas réalisé. L'immortalité, le ci, le là. Eh bien, j'ai l'impression que Dragon Ball Super fait apparaître de nouveaux ennemis qui, eux, veulent exaucer un vœu, mais qui, eux, y arrivent. Et je vais vous prendre le meilleur cas, c'est celui de Zamasu. Zamasu avec le vœu de l'immortalité. On a vu je sais pas combien de gars qui voulaient devenir immortels, je parle bien sûr du canon, hein, je parle pas de Garlic ou quoi, qui voulaient devenir immortels dans DB, ils y sont jamais arrivés. Zamasu, le mec débarque, c'est bon, il devient immortel. Donc je pense que ce mec-là va venir avec un vœu que l'on connaît, pour ensuite bien sûr se servir de cette vitalité-là et de ces pouvoirs-là à mauvais escient, et que tout naturellement, dans la pure logique des choses, la pure évolution de Dragon Ball, ce vœu devrait être réalisé. Avant, on se battait pour que le vœu ne soit pas réalisé, dans le vieux Dragon Ball. Aujourd'hui, on est à une étape où les méchants sont tellement boostés, sont tellement puissants, malins, etc., qu'ils arrivent à formuler leurs vœux, mais derrière on doit se battre pour rétablir les méfaits accomplis. Du coup les devins, vous me direz comme d'habitude, je l'espère, en tout cas moi je suis à l'affût dans la zone commentaire pour vous lire et vous répondre un maximum. Je lis tout le monde et je réponds à 90% des commentaires qui arrivent, donc j'espère que vous serez très nombreux à m'en laisser. En parlant de nombreux, j'espère vous retrouver très nombreux sur ma page Utip, c'est très rapide, c'est pour me soutenir gratuitement et de manière très efficace, en espérant que vous soyez des milliers à le faire, vraiment de plus en plus. Le petit pouce bleu pour le référencement de cette vidéo là si elle vous a plu. En tout cas, je vous remercie infiniment, prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.